Chambel Guimbayara, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la publication de La Voix du Mali, Lucien Pombou, bonsoir. Bonsoir, Carly. Vous êtes éditorialiste, professeur d'économie et Brahima Sidibé, qui n'est plus à présenter. Bonsoir, Brahima. Bonsoir, Carly. Docteur en analyse du discours. Messieurs, 10 jours après l'attaque coordonnée des mouvements terroristes qui a visé plusieurs villes maliennes et coûté la vie à l'ancien ministre de la Défense, Sadio Camara, le président de la transition, Assimi Goïta, a décidé de prendre le contrôle de l'appareil militaire à travers un décret lu à la télévision publique. Il endosse désormais le rôle de ministre de la Défense, cumulant avec son poste de chef suprême des armées, président de la transition. Chambel, comment analysez-vous ce choix? C'est un Assimi Goïta qui reprend la main, un Assimi Goïta dont on disait affaibli après ces attaques. Complètement, mais au-delà de la symbolique et de ce mini-réaménagement, je le rappelais tantôt par rapport à l'analyse directe après les événements, l'attentat lâche, condamnable du JNIM avec tous ses affiliés intérieurs comme de l'extérieur, je disais que c'est des généraux qui ont mis la main à la pâte, qui sont allés au charbon. Sinon, comment comprendre que le chef des renseignements soit victime sur le terrain alors que Assimi, il conforte, il revient à la charge parce que c'est un poste qui a exposé, qui est exposant, parce que le ministre de la Défense en temps de guerre, c'est difficile, j'entends beaucoup de voix s'élever, mais il est monté au front, ils se battent pour le Mali et pour l'intégrité. Ils ont choisi cette voie, c'est une voie sans retour et je crois qu'il a le soutien de l'ensemble du peuple, de l'armée, même si certaines voix s'oppose à ce choix-là et à ce cumul. Non, je dirais que c'est la continuité. C'est pas la première fois, effectivement. Non, c'est la continuité. C'est la continuité. Il y a un délégué qui est là, qui est opérationnel, qui est l'ancien chef d'état-major, Omar Diarra, qui n'a plus à prouver ce qu'il sait du terrain. C'est quoi de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, Omar Diarra? Si la régie peut nous afficher aussi à l'écran. Omar Diarra, c'est l'actuel chef d'état-major qui a fait plusieurs écoles de guerre, qui a fait ses armes au Darfour, au compte de cette mission, qui est modérée en réalité. Il est à carreau sur les questions de droits de l'homme et qui est vraiment ouvert vers cela, mais en même temps, il est stratège et les résultats engrangés sur le terrain sont en grande partie dus à sa présence et à sa compétence. Est-ce que c'est un bon choix de cumuler ces deux fonctions pour le général Assimi Goïta? Dans le contexte actuel, je dirais oui, mais en même temps, je tiens d'abord à présenter mes condoléances, non seulement à la nation malienne, parce que c'est une attaque terroriste qui a coûté la vie au ministre de la Défense, un homme d'une grande qualité, en tout cas militaire et autres. Maintenant, revenons sur votre question. Oui, dans le contexte actuel, c'est-à-dire une crise politico-militaire, une attaque terroriste qui a coûté la vie à son bras, véritablement à un pilier du régime, il peut que cumuler. Mais la question, je crois qu'on va y revenir, qui moi m'interpelle, c'est que cette crise, ça va faire pratiquement plus de 2 décennies, une crise politico-militaire, parce que je parle depuis 2012, une crise politico-militaire, et le choix du général Assimi Goïta, en tout cas avec ses amis, c'est un choix de penser que la solution est fondamentalement militaire. Bon, c'est le message derrière. En tout cas. Voilà, c'est le message derrière. C'est-à-dire on continue sur cette voie, mais en tirant les enseignements. Le premier enseignement que je vais tirer, c'est lorsque le patron de la défense, et qui n'était pas n'importe qui, est touché au cœur même ça pose un problème déjà des renseignements, ça pose un problème de la cohésion entre guillemets dans l'écosystème militaire et de renseignements et avec l'allié russe. Deuxième élément, je dirais que est-ce que le choix de la posture militaire pour résoudre cette crise, est-ce que ce choix est fondamentalement le meilleur choix? C'est la question que je me pose. En tant qu'analyste, je vais y revenir. On y reviendra, Brahima. Oui, alors, les choix du général d'armée Assimi Goïta d'assurer les fonctions du ministre de la Défense me semblent assez cohérents dans le contexte actuel parce que déjà, il faut rappeler qu'il n'est pas étranger à cette fonction, même s'il n'avait pas occupé les fonctions de ministre de la Défense. Rappelez-vous, lors de la première partie de la transition, quand il était vice-président, il était en charge des questions de défense. Et donc, je pense que c'est une suite logique. Le deuxième message aussi qu'il a souhaité envoyer certainement à l'opinion publique malienne et même internationale,
c'est de dire qu'il tient les caps. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, au lendemain des attaques, beaucoup de choses avaient été dites. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de sortie, est-ce qu'il tient toujours la commande, tout ça. Je pense que le message qu'il a envoyé, c'est qu'il tient toujours l'appareil d'État et que désormais il entend. Parce que justement, il faut le dire, le moment viendra, mais d'une manière ou d'une autre, il y a eu des failles qui ont permis à ce que les attaques du 25 avril ont eu lieu. Et donc maintenant, les populations maliennes attendent aussi qu'il y ait des réponses à cela. Donc l'une des meilleures réponses, c'est de dire que lui-même, en tant que chef suprême des armées, tient ce dossier à bras le corps. Donc je pense que c'est envoyé. Maintenant, deuxième élément, il faudrait dire, parce que l'autre critique qui revient, c'est le fait de dire que est-ce qu'il pourra cumuler les fonctions des chefs d'État et des ministres de la Défense quand on sait déjà la charge qu'il faut. Mais à ce niveau, une des réponses qui a été envoyée aussi, c'est de choisir un ministre délégué. Et d'ailleurs, si vous avez, après, c'est des questions de protocole, mais à mon sens, ça a toute son importance, c'est que malgré que le général Diarra est ministre délégué, il vient par ordre de préséance tout de suite après le ministre d'État. C'est-à-dire qu'en tant que ministre délégué, dans l'ordre de préséance, il est même devant les ministres de plein pouvoir. Ouais. Et ça, c'est une première en fait. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment... En fait, je pense qu'au quotidien, c'est certainement lui qui va assurer voilà, les questions de dessus et tout ça. Donc, je pense que ces détails aussi importants à noter. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le contexte actuel, effectivement, j'entends effectivement le message qui est envoyé avec le doyen Mafiba en disant que c'est peut-être une réponse quasiment militaire qui est envoyée, c'est vrai, dans le contexte actuel, mais n'oublions pas qu'au-delà de cela, une enquête est ouverte où d'autres personnes non militaires, justement, ont été arrêtées, tout ça. Je pense que, bon, on joue à la fois sur le front militaire, mais aussi sur les questions juridiques. Lucien. Alors, mes amis ici ont mis l'accent sur le fait que M. Assimi Goïta recentralise effectivement la fonction de ministre de la Défense, c'est une bonne chose, mais un certain nombre de questions, effectivement, restent complètement non résolues. Bon, la science politique, je suis désolé d'en parler, Charles Tilly, par exemple, dit que la guerre fait l'État. Pourquoi il dit ça, que la guerre fait l'État ? Je ne suis pas sûr que la recentralisation de la fonction militaire par M. Assimi Goïta va résoudre les problèmes que nous connaissons tous. Cette partition qui est en train de se faire, globalement, entre le Nord et le Sud, cette invasion du Nord, effectivement, du Mali par le FLA, le Lénime et le FLA, les terroristes. Est-ce que, effectivement, l'État malien, donc le ministre de la Défense, a les moyens militaires, politiques et financiers et humains pour pouvoir, effectivement, conduire cette guerre et bouter dehors, j'allais dire, les rebelles, les djihadistes, sachant que, effectivement, ce que j'appellerais l'aide extérieure, c'est-à-dire constituée par la Russie et par l'Africa Corp, effectivement, est défaillante dans la mesure où il y a des nouvelles alliances qui sont en train de se manifester. Bon, vous les connaissez tous, hein. Il y a eu 450 militaires qui sont passés, donc sont allés à Thessalite. Thessalite, ils ont réussi à atteindre l'Algérie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que recentrer effectivement la fonction militaire, c'est une bonne chose, mais il faut bâtir effectivement une stratégie pour pouvoir faire face aux nouveaux enjeux qui vont arriver. Et ces nouveaux enjeux, c'est les nouvelles alliances. Donc pour vous, Lucien, on reste le symbole avec cette nomination, à votre avis? Pour moi, ça reste symbolique pour l'instant. Pourquoi ça reste symbolique? Si on regarde effectivement la structure de l'armée malienne, bon, on sait qu'elle existe en partie grâce à qui? Grâce à la Russie. Ah bon? À l'apport effectivement des armes, des Sukhoi, des canons 152 mm, etc. Et aujourd'hui, parlons d'un fait. Kidal est pris par qui? Par les insurgés, enfin les rebelles si vous voulez, de l'Azawad. D'accord, ils sont là, bien. Le véritable problème, c'est pas simplement défendre Bamako, je suis désolé, c'est pas simplement défendre effectivement Kati ou les alentours de ce que j'appellerais le Mali utile, celui du Sud, c'est défendre tout le territoire. Or, défendre tous les territoires, je sais pas, si symboliquement cette fonction-là va permettre de consolider l'État. Or, consolider l'État, c'est pas simplement dire je suis militaire, je donc, etc. C'est très bien les symboles. Nous, Africains, on a l'habitude des symboles, c'est bien, ça permet de mobiliser. Et donc, vous confirmez aussi la thèse de ceux qui considèrent que le président est affaibli? Oui, pour moi, il est affaibli.
pour moi, il est affaibli. Maintenant, il faut qu'il change de stratégie, il change d'alliance. D'alliance. On reviendra sur le thème d'alliance. Je me tourne vers Tchambel qui a des infos pour nous, j'ai l'impression, sur ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, à l'heure actuelle. Oui, le terrain, c'est presque le calme en réalité. Hormis la région de Kidal, il y a une reconfiguration militaire à ce niveau-là par rapport à la région de Kidal qui fait l'objet. Vous en tenez compte, Aguelok est une ville symbolique par rapport aux événements de 2012. Parce qu'en 2012, plusieurs dizaines de soldats maliens ont été tués là, dont le capitaine Sékou Traoré qui est tombé l'arme à la main. On ne veut pas rééditer ce tristement célèbre sort aux militaires. Donc il y a eu un repositionnement de l'armée malienne par rapport à la région et tous ses partenaires pour évaluer encore le danger et la stratégie à reprendre cette zone-là. C'est des informations qui ont été véhiculées par le chef d'état-major actuel, mais en réalité sur le terrain, aujourd'hui Kidal est une ville fantôme, il n'y a presque personne, la ville est vidée complètement, c'est un champ de bataille et une ville pilonnée à longueur de journée. Pilonnée, quand je dis pilonnée, c'est les positions des terroristes. Ce sont des terroristes et je ne vois pas comment. Ce qui me cœur le plus, c'est qu'on déroule le tapis à des bandits, à des gens qui sont affiliés à Al-Qaïda, qui ont tué 58 militaires français pendant l'occupation. Vous imaginez qu'en France, on répète cela, on ouvre les médias à ces hommes, à ces femmes-là. Je suis écrit que d'entendre cela et d'entendre même des idées des hommes et des femmes s'allier de cela, défendre les terroristes, défendre l'interdit, défendre l'obscurantisme, défendre des hommes et des femmes qui sont ni foi ni loi. Je crois que le Mali s'assumera. Le Mali s'assumera et le peuple africain s'assumera avec les pays de l'Est, s'assumeront, se battront. Ce combat, cette guerre est la nôtre. Les étrangers qui ont envahi notre terre, les illuminés et les obscurantistes qui ont voulu souiller notre patrie seront extirpés et combattus. Et tous leurs complices seront poursuivis devant la justice, sans aucun. Mais pour le moment, sur le terrain, Tchambel, on remet aussi en question la stratégie des autorités maliennes pour faire face à cette situation. Est-ce que c'est encore trop tôt pour en parler, à votre avis? La stratégie est discutable. Je crois qu'on a une part des alliances qui a été pointée du doigt ainsi par les deux doyens. On a une part de responsabilité. Nous sommes sous une transition. Et je ne vois pas comment on peut s'opposer à une transition. Elle est longue cette fois-ci. Nous avons connu plusieurs séries de transitions. Comment peut-on s'opposer à une transition dans un État? Ce n'est pas un régime qui est en place. Comment ils sont doux? Et surtout que ces gens sont pour la plupart poursuivis devant la justice et ils se retournent aujourd'hui comme étant des bergers allemands qui peuvent faire passer l'opinion internationale. La part de responsabilité du Mali sera tirée et la réorganisation est en cours pour cela. Et avec même les partenaires, les partenariats, il n'a été dénoncé nulle part. Et il est en train de monter en termes d'organisation, en termes d'équipement. L'armée malienne est là par la volonté politique des hommes du Mali, des hommes d'État du Mali actuel, qui étaient des militaires sur le terrain. Et ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit d'une évolution aujourd'hui du Mali. Et donc ça, je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus. L'opinion publique africaine et malienne est là-dessus, elle est intransigeante. Ces jeunes et ces femmes qui sont là n'ont pas connu ces époques-là. Ils tirent les leçons, nous tirerons les leçons. Et les ennemis du Mali seront combattus, tout simplement. Brema, est-ce que vous pensez qu'il y aura des changements au sommet de l'État? Des changements au sommet de l'État, au niveau du gouvernement? Oui, après tout ce qui s'est passé. Alors, en tout cas, pas certainement à court terme, pas dans l'immédiat, parce que de ce qu'on a constaté, si changement il y aurait pu, on aurait pu justement profiter de cette situation, c'est-à-dire remplacer, au moment de remplacer le fait général Sadio Kamara, de faire un remaniement. Donc, ça n'a pas été le cas, ce qui suppose que l'équipe gouvernementale en place va certainement conduire les affaires, en tout cas à court terme. Maintenant, peut-être à moyen et à long terme, pourquoi pas. Mais par rapport à cette question d'alliance, moi, j'ai quand même une nuance qu'il faut peut-être apporter. Vous savez, depuis que le Mali a choisi de coopérer avec la Russie, le narratif qui a été entendu, c'est de dire que ce sont des mercenaires, il ne faut pas collaborer avec ces gens-là. En fait, il y a tout un narratif qui a été construit autour de cette coopération. Et donc, ça fait que le moindre défaut, le moindre mal est surexploité. C'est aussi ça. C'est comme si les gens se disaient, bon, déjà il y avait une certaine mise en garde et donc on profite de chaque situation en disant, eh bien, on vous avait mis en garde, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant les 9 longues années où l'armée française était présente au Mali avec d'autres forces, on n'a pas entendu ça. Et pourtant, il y avait des attaques d'une grande ampleur. Je pense à Ogosagou, je pense à Indélimane, je pense à notamment... Et à l'époque, c'était encore plus grave. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes, des enfants qui étaient tués et tout un village. Mais
on n'entendait pas systématiquement, après ces attaques-là, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause la lien avec la France? Et donc, je vois quand même 2 poids 2 mesures à ce niveau-là. Deuxième élément, je termine pour répondre à mon cher professeur. Quand le fait de sécuriser Bamako et Kati, ce n'est pas anodin et ce n'est pas que symbolique, parce que la spécificité des attaques du 25 avril, c'était de s'attaquer aux institutions de la République. Et donc, le fait que les institutions tiennent encore, ce n'est pas que symbolique. Et je pense qu'il ne faudrait pas oublier, même si effectivement la mort tragique du général Camara a touché, mais il faut quand même reconnaître que l'armée malienne est parvenue à repousser ces attaques-là et de façon simultanée, parce que dans différentes localités, quand on sait cette attaque simultanée sur un territoire aussi vaste que le Mali, je pense que ce n'est pas que symbolique et c'est une victoire à mettre au crédit de l'armée. Je redonne la parole à Guima Fimba, celui qui a planté le décor des alliances, et après je reviens au Lucien. Oui, bon. J'ai l'impression que le président a salué la synergie d'action au sein de l'AES et a remercié le partenariat stratégique avec la Russie. C'était dans sa prise de parole. Hein. Bon, il ne pouvait pas dire le contraire. Il ne pouvait pas dire le contraire parce que c'est un choix stratégique et opérationnel. Donc, il ne peut que l'assumer. La preuve en est, il a pris directement la défense, le ministère de la Défense, dont l'incarnation, c'était le dauphin général qui a été comment on dit ça, le trait d'union avec la Russie. Mais je voudrais dire 2 ou 3 choses. Première chose, l'intégrité territoriale du Mali, pour moi, est non négociable. Hein, ça, c'est clair. La souveraineté du Mali est non négociable. Là, je parle en tant qu'Africain et en tant qu'analyste. Ça, c'est non négociable. Faire le distinguo entre le terrorisme et les insurgés, les rebelles, pour moi, c'est non négociable. Quand il faut appeler terroriste, on appelle terroriste et autres. Ce qui se passe au Mali, ce sont des terroristes. Mais par contre, on ne peut pas mettre de côté plus ou moins un minimum d'intelligence pour se poser la question de savoir. J'ai dit, c'est une crise politico-militaire. Politico-militaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2012. Pour des raisons à la fois de gouvernance interne, à la rigueur. Après, il y a eu ce bouleversement géopolitique au niveau régional et international. Après, il y a eu aussi le prosélytisme qui est parti des pays du Golfe. La Libye. Mais la Libye, c'est d'abord des pays du Golfe. Oui, oui. C'est le Qatar qui a déstabilisé avec un certain nombre de pays occidentaux la Libye. Avec ça, donc voilà. Et bien entendu, la présence de l'Algérie et de la Mauritanie qui sont dans une duplicité. Alors, face à cela, comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'option militaire est fondamentalement la seule option? Est-ce que la Russie, parce qu'on a créé une alliance avec la Russie, c'est la panacée pour résoudre cette crise? Moi, j'émets des réserves. Pourquoi? J'ai un postulat. Pour moi, toutes les puissances sont impérialistes par définition. La Russie, si elle vient au Mali, ce n'est pas pour les beaux yeux des Maliens ou les beaux yeux des Noirs. Il faut arrêter avec cette naïveté-là. Ils ont des intérêts, ils doivent les défendre, c'est clair et net. La France avec les autres ont échoué pour sécuriser, ça c'est clair. En préparant l'émission, je voyais plus de 2 milliards de dollars en 9 ans avec les résultats quand on connaît. Maintenant, de manière factuelle, lorsque 2 groupements terroristes se retrouvent pour mener de manière concertée des actions dans un territoire aussi vaste, ça veut dire qu'en amont, il y a eu une préparation avec des forces plus ou moins qui veulent déstabiliser. Et d'où la question de l'Algérie se pose. La question de l'Algérie se pose, ce d'autant plus que je constatais que le Mali, entre-temps, a reconnu, a rejeté le Sahara, et ça a été un casus belli pour l'Algérie. Mais entre-temps, on parle de l'AES, entre-temps, j'ai vu le déplacement du président nigérien en Algérie. Vous voyez bien que l'AES, c'est bien, mais en même temps, est-ce qu'on est dans une même lecture géopolitique sahélienne? Je pense que non. L'Algérie n'est pas étrangère à ce qui s'est passé. Parce que de manière concertée, mener ce genre d'action, ça a été travaillé en amont. 1. 2. La présence ou le déplacement du président mauritanien dernièrement en France, moi aussi, ça m'interpelle. Quelques jours après, on a vu cela. Lorsqu'on sait que la Mauritanie est partie prenante dans cette crise, avec cette mosaïque des peuples, quel a été le message du président Macron
à l'égard du chef d'État mauritanien. Moi, ça me pose un problème. Ce d'autant plus que lorsqu'il y a eu des attaques terroristes ici, tous les pays africains se sont retrouvés à Paris en octobre 2015 pour dénoncer cela. Donc, je dis maintenant aux autorités maliennes, et je pense, ce que je dis là, mais c'est de manière froide. Je ne crois pas à la solution militaire définitivement. Je ne crois pas à ça. Je pense que ce genre de guerre se gagne à 3 niveaux. Mon fameux triptyque avec la guerre de l'Est. Diplomatique, il faut essayer de se dire que c'est pas parce qu'un pays africain émet des réserves automatiquement est aux côtés de l'impérialisme. Cette fixation de penser que parce qu'on a émis des réserves, donc on est aux côtés des impérialismes occidentaux, c'est une fausse idée. J'entends souvent ça des fameux panafricanistes. Deuxième chose, la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas gagner une telle guerre s'il n'y a pas de cohésion nationale. Lorsque j'apprends ce matin que le maître Moukandatel a été arrêté, moi, ça me pose un problème parce qu'il faut, dans ce genre de bataille, de guerre contre le terrorisme, il faut qu'il y ait des voix qui puissent émettre des réserves. Et tertio, le point sur le militaire, j'ai dit tantôt, toutes les puissances impérialistes parlent. Ce n'est pas les Russes qui vont faire de l'armée malienne une armée qui sera redoutable. Ce sont d'abord les Maliens, et ça, il faut leur rendre hommage, parce que c'est une forte armée. Mais je termine en disant ceci. Si on voit bien, depuis les indépendances, le Mali a été géré beaucoup plus par les militaires. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a un souci si on n'a pas pu mettre en place une armée véritablement redoutable et autres. Ça veut dire qu'au niveau de la hiérarchie militaire malienne, successivement, ça pose aussi un problème. Voilà un peu, pour moi, l'analyse que je voulais faire et puis les réserves que je voudrais émettre auprès des autorités maliennes pour que ce triptyque-là, ces 3 points-là puissent être conciliés afin d'arriver véritablement à la victoire contre ce terrorisme. Vous avez aussi évoqué le cas de l'AES. Est-ce qu'elle est au rendez-vous, l'AES? Oui, alors, vous me donnez la parole là? Oui, moi je pense que la question... D'abord, au niveau de... avant de répondre à votre question, je vais revenir au niveau des alliances. Je ne remets pas en question la coopération entre le Mali et la Russie. C'est pas ça. La question, c'est que les Maliens doivent être beaucoup plus stratèges. Voir que, en effet, les Russes, quelque part, il a parlé de l'impérialisme, on peut penser que les Russes, effectivement, essaient de sortir leur carte du jeu, essaient, effectivement, de dealer, comme on dit, un peu avec tout le monde. Pourquoi je le dis ? C'est quand même pas par hasard que ces paramilitaires, en effet, sont passés par Thessalite et puis sont allés, on leur a dit après, vous pouvez vous débrouiller quand vous êtes en Algérie, mais en fait non, l'Algérie est au cœur du débat. Pourquoi elle est au cœur du débat ? Il avait été en fait sorti, bon pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en 2015, on n'avait pas respecté l'accord d'Alger et que ça, les Algériens n'ont jamais accepté parce que les Algériens se pensent comme étant une puissance du Sahel. Ça, c'est une chose. Et je pense que les militaires, en arrivant aux affaires, ont commis une erreur magistrale. Ah ouais ? Alors, pourquoi ? Parce que, pourquoi je le dis ? Je le dis pour reprendre un peu ce que dit Guy, en effet. Même si on n'aime pas ses adversaires, il faut trouver chez ses adversaires des moyens qui permettent de négocier. Les militaires, en arrivant, pensant que la seule force militaire et les alliances avec des forces étrangères suffisaient. C'est pas vrai. La preuve, c'est qu'un certain nombre de responsables comme Gali, effectivement, qui est de l'Azawad, bien entendu. Non, Yad Gali. Oui, le Génim, pardon. Excuse-moi, le Génim, effectivement, fait des allers-retours entre Alger et, effectivement, le Mali. Et donc ça, on ne le dit pas assez. Troisièmement, qu'est-ce qu'on remarque ? Où se trouve... Le président algérien qui s'est éloigné de toute action. Oui, et pourquoi ? D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Chataf, a dit, bon, écoutez, nous, on a été toujours contre le terrorisme.
Ok, mais ça c'est parole d'évangile. Tout le monde peut l'accepter, mais dans la réalité, c'est pas vrai. L'Algérie aussi qui est belge, c'était des opposants maliens, dans un certain Mamdiko. Mais bien sûr, et donc, où se trouve l'Union africaine dans cette affaire? Mais non, mais on peut pas laisser tomber. Mais on peut pas laisser tomber. Mais attendez, mais non, mais si on construit du panafricanisme, soit ce sont des mots, soit ce sont des mots, soit c'est la réalité. Nous sommes là face à une réalité. Alors, on laisse effectivement le Mali tout seul, effectivement, essayer de se battre. Attendez, il n'y a pas suffisamment d'États africains pour mutualiser les forces, créer des forces communes. Mais il y a une force en attendant de la CEDEAO. Oui, mais en attendant la CEDEAO. Mais vous savez très bien ce qui se passe. La CEDEAO, le Mali en était sorti, revenu sorti, etc. Et donc ça pose problème. Et puis la CEDEAO, c'est quoi? C'est Paris. Et Paris n'accepte pas, l'humiliation subie par le fait qu'on lui a dit, mais tu t'en vas. Serval et Barkhane, vous confirmez un peu l'analyse de Guy Mafimba qui suspecte un peu cette visite d'État du président. Je ne suspecte pas. Ah bah bon, on ne dira pas bien c'est la réalité. Une réaction en 3 points. Ça me suscite ce débat après avoir écouté la crise avec les rapports avec l'Algérie. L'Algérie, c'est 1400 km de frontière avec le Mali, évidemment. Mais l'Algérie, le seul pays qui a servi de base arrière lors de la libération de l'Algérie, c'était le Mali, avec Bouteflika qui était Abdelkader Mali, il avait une maison à Gao, la 7e Katiba était dans la région de Kidal. Ceci dit, l'Algérie a commis des impairs en voulant s'imposer pour l'application d'un accord rejeté par le peuple malien. Ça ne pouvait pas passer. L'histoire du drone est passée par là, héberger les terroristes. Des hommes et des femmes, quand ils sortaient du territoire malien du MNLA, ils étaient poursuivis par la justice, ils sont encore poursuivis par la justice, ils ne peuvent pas mettre pied au Mali. Donc en les hébergeant, en les accueillant sur terre, en les offrant gîtes et couverts, comme on le dit ici en France, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, en les permettant de faire des va-et-vient, d'attaquer le territoire, 12 000 hommes, ça ne peut pas tomber du ciel. Soit ça vient de la Mauritanie, sûrement ça vient de la Mauritanie et sûrement ça vient de l'Algérie, avec des complices. La main cachée de la France est connue derrière cette histoire. Quand je dis de la France, de la politique française, de l'Élysée et de Matignon, pas du peuple français qui est solidaire et soutient le Mali. Donc, il y a une implication politique. Il y a une lutte politique à faire. Le Mali compte des alliés au sein de l'AES, en dehors de l'AES, et pas que la Russie. Il y a d'autres alliés aussi qui sont là. Il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a même ces pays du Moyen ou du Proche-Orient. Donc, ça, c'est des réalités sur lesquelles il faut compter. Et je crois qu'il y a une dimension militaire quand même pour l'intégrité territoriale. Quand l'intégrité territoriale est attaquée, tout le peuple malien est uni et solidaire. Quand il y a des complices par rapport à une attaque terroriste, qu'ils soient de l'intérieur comme de l'extérieur, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Je crois que cette passivité, cette naïveté aussi ne va sortir tout comme tirer les leçons par rapport... Juste ajouter un mot à ce que disait... Si on n'attaque pas, on fait quoi? On négocie avec les terroristes? Non, je ne dis pas qu'on négocie avec les terroristes. Je dis qu'il faut reconfigurer la doctrine diplomatique. Regardez l'histoire de l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est l'allié de la Russie depuis la guerre d'indépendance. Comment se fait-il que la Russie, qui a l'alliance avec le Mali, n'arrive pas à convaincre l'Algérie que nous sommes partie prenante de cette crise, vous devez nous aider à écraser? Ça pose un problème. La Chine a des liens fraternels de longue date avec l'Algérie. Raison pour laquelle je dis toutes ces impérialistes-là, toutes ces puissances impérialistes me posent un problème. Un bloc voilà. J'ai parlé de mon triptyque, j'ai parlé de l'armée malienne. Et malheureusement, nos armées en Afrique en général, et on le voit souvent en RDC, nous qui discutons ici, on met l'accent sur les Américains, mais nous-mêmes, nous sommes où? Comme j'ai dit, plus de 65 ans après l'indépendance, c'est plus les militaires qui étaient aux affaires. Je suis pour la méthode forte, mais avec un minimum d'intelligence. Lorsqu'on tire les enseignements, 20 ans, 2 décennies après, est-ce que on doit que mettre l'accent sur ça? Je dis pas que ça m'interpelle. Il faut reconfigurer notre doctrine, le Mali, notre doctrine diplomatique, et on peut que souligner l'absence de cette fameuse union. Et surtout, en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Nigeria aurait pu jouer un rôle tampon considérable parce qu'ils ont les moyens de se doter. Ils sont plus dans la mais ils ne sont pas en situation. Parce qu'il n'y a pas d'homme d'État
Et nous avons je termine resté avec cette mission de Lansana Kouyaté, hein, qui est le médiateur pour tenter d'apaiser, l'ancien Premier ministre guinéen, pour tenter d'apaiser les contentions entre la CEDEAO et l'AES. Brahim, je termine avec vous. Est-ce que ça ira bien loin, cette initiative? Non, ça n'ira pas bien loin pour une simple et bonne raison. J'ai suivi sa visite tout récemment à Abidjan. La déclaration qu'il a faite en disant qu'il ne même pas comprendre l'objet de la création de l'AES et l'objet de quitter la CEDEAO. Je pense que ça commence déjà très mal. C'est-à-dire que pour un médiateur, si on arrive à se poser de telles questions, surtout dans un tel contexte, je doute que ça puisse faire long feu. Et surtout, on a l'impression qu'entre-temps, c'est plutôt le Togo qui prend le dessus. C'est-à-dire le Togo étant membre de l'AES sert en quelque chose de pont parce qu'on a vu récemment l'organisation d'un forum qui a réuni autour d'une même table les ministres des Affaires étrangères de l'AES aussi. Donc voilà, je pense que c'est plus le Togo qui pourrait jouer ce rôle plutôt que ce médiateur.